Avant de commencer, je dois vous préciser quelque chose d'important. Machelle Hobson, dont on va parler aujourd'hui, est morte avant son procès. Elle a donc jamais été reconnue coupable par un tribunal. Quand je vais vous parler des violences, il faut bien comprendre qu'il s'agit des accusations formulées par les enfants eux-mêmes, des constatations faites par les policiers et les médecins, ainsi que des éléments connus dans le dossier judiciaire. Cela dit, le dossier était extrêmement lourd et pour comprendre comment cette histoire a pu durer aussi longtemps, il faut revenir plusieurs années en arrière, bien avant que le nom de Fantastic Adventures devienne connu. Salut à tous, moi c'est Pixwell et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au départ, quand on tombe sur cette chaîne YouTube, il n'y a rien qui semble vraiment inquiétant. On voit une grande maison en Arizona, des enfants qui jouent devant une caméra, des costumes, des jouets, des histoires de monstres, de zombies, de super pouvoirs ou de missions secrètes. C'est très coloré, très enfantin, parfois un peu amateur, mais c'est justement ce qui plaît. Les enfants courent dans la maison, crient, rient, combattent des créatures imaginaires ou essayent de voler des biscuits sans se faire attraper. Yeah, that was too close. À la fin des vidéos, ils regardent souvent la caméra en demandant aux spectateurs de s'abonner ou de mettre un pouce bleu. En apparence, c'est juste une famille qui s'amuse. Mais en réalité, derrière ces vidéos joyeuses, les enfants vont raconter quelque chose de complètement différent. Ils vont dire qu'une fois la caméra éteinte, la maison pouvait devenir un lieu de punition, de privation et de violence. Et moi, ce que j'avais trouvé de vraiment terrible dans cette affaire, c'est que les enfants, ils avaient essayé de parler à des adultes, plusieurs fois. La femme qui dirige cette famille s'appelle Machelle Hobson. On la retrouve aussi parfois sous le nom de Machelle Hackney. Elle vit à Maricopa, une ville d'Arizona située au sud de Phoenix. Machelle a plusieurs enfants biologiques. Certains sont déjà adultes au moment où l'affaire éclate. Mais elle accueille également chez elle des enfants placés par les services sociaux. Sur une période d'environ 10 ans, une quinzaine d'enfants auraient vécu ou séjourné dans son foyer. Elle a fini par en adopter 7. Ces enfants sont particulièrement vulnérables. Certains ont déjà connu des placements difficiles, plusieurs présentent des handicaps, des retards de développement ou des problèmes de comportement. Machelle est donc censée leur offrir une famille stable et un environnement sécurisé. Mais les premiers signalements apparaissent très tôt. En avril 2011, avant même que la chaîne YouTube devienne connue, une babysitter contacte les services de protection de l'enfance. Elle raconte que Machelle enferme parfois les enfants dans une chambre en bloquant la porte depuis l'extérieur. Elle dit entendre les enfants pleurer et crier. Elle affirme aussi que Machelle refuse parfois de les surveiller correctement ou de leur préparer à manger. Dès lors, une enquête est ouverte. Mais les accusations sont classées comme non corroborées. En gros, ça veut dire que les services sociaux considéraient qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves pour intervenir. Les enfants reste donc à la maison. En juin 2012, Machelle crée la chaîne Fantastic Adventures. Au tout début, ça ressemble probablement à une activité familiale assez banale. Les enfants jouent devant une caméra, ils inventent quelques petites histoires et ils publient des vidéos sur Internet. Mais petit à petit, la chaîne, elle devient de plus en plus organisée. Les vidéos sont scénarisées, il faut apprendre des phrases, préparer des costumes, installer les accessoires, tourner plusieurs prises. Et ensuite, il faut monter le tout. Les enfants adoptés deviennent les personnages principaux de la chaîne. 2 des fils biologiques de Machelle, qui eux sont adultes, c'est Logan et Ryan Hackney, ils participent aussi à la production. Logan filme notamment certaines vidéos et c'est lui qui s'occupe du montage. Plus tard, quand il sera interrogé par la police, il expliquera que la famille considérait YouTube comme un véritable travail. Il y avait des jours bien établis de tournage et des jours consacrés uniquement au montage. C'était Machelle qui gérait l'argent et elle restait assez secrète sur les revenus exacts de la chaîne. Logan dira malgré tout qu'elle lui versait environ $5 000 par mois pour son travail. Là, on parle donc plus simplement d'enfants qui jouent de temps en temps devant une caméra. Fantastic Adventures, ça devient une véritable entreprise familiale. Et les personnes qui font vivre cette entreprise, ce sont des enfants qui dépendent entièrement de Machelle. Elle contrôle leur maison, leur repas, leur emploi du temps, leur argent et leur accès au monde extérieur.
En mai 2013, une enfant de la famille raconte quelque chose de préoccupant à son enseignante. Elle lui explique que parfois, après l'école, elle doit rester debout dans un coin pendant très longtemps. Elle dit aussi qu'elle est obligée de supplier pour avoir à manger. L'enseignante fait un signalement, mais encore une fois, les accusations sont déclarées non corroborées. Quelques jours plus tard, l'école signale de nouveaux problèmes. Les enfants semblent négligés, leurs chaussures sont en mauvais état et leurs dents sont très sales. L'enseignante précise qu'elle a peur que l'enfant soit puni pour avoir parlé. Les services sociaux se rendent alors au domicile. Et seulement quelques jours après cette visite, Machel retire l'enfant de l'école. À partir de là, les enfants passent de moins en moins de temps en contact avec des adultes extérieurs à la famille. Machel, elle explique que les enfants sont instruits directement à la maison. Ce système, ça lui permet évidemment d'organiser plus facilement les tournages. Les enfants n'ont plus d'horaire fixe et peuvent participer davantage aux vidéos. Et ça permet aussi d'éviter que des enseignants, des infirmières scolaires ou des éducateurs puissent remarquer leur état physique. Un enfant qui ne va plus à l'école ne peut plus montrer ses blessures à un professeur. Il peut plus raconter qu'il a faim pendant le repas de midi. Et surtout, il devient beaucoup plus difficile pour lui de demander de l'aide. En août 2014, ce sont cette fois des employés d'une garderie qui s'inquiètent. Ils racontent que certains enfants arrivent sales, avec des irritations, des cloques ou des infections de la peau. Certains seraient même parfois arrivés couverts d'excréments. Un nouveau signalement est effectué. Mais là encore, l'affaire est classée sans qu'aucune maltraitance soit considérée comme prouvée. En 2015, une ancienne enfant placée chez Machel raconte qu'elle lui aurait lancé une boîte de conserve au niveau de la tête et lui aurait laissé une cicatrice. Puis un autre rapport mentionne des enfants avec des bleus, des coupures, des éraflures ou de sévères irritations. L'une des plus jeunes semble constamment affamée. Elle boit énormément de lait et essaye de cacher de la nourriture dans ses poches. Ce comportement est particulièrement révélateur. Quand un enfant cache de la nourriture, c'est pas forcément parce qu'il est gourmand. C'est souvent parce qu'il sait pas quand est-ce qu'il aura le droit de manger à nouveau. Mais là encore, on laisse les enfants avec Machel. Et pendant que les signalements s'accumulent, Fantastic Adventures devient de plus en plus populaire. Dans les vidéos, la maison paraît agréable. Les pièces sont lumineuses, propres et parfaitement adaptées au tournage. Il y a des accessoires, des jouets et des décorations colorées. Mais quand la police entrera finalement dans le domicile en 2019, les enquêteurs vont découvrir que cette image était extrêmement contrôlée. En réalité, une grande partie de la maison était sale, encombrée et dégradée. En revanche, les quelques pièces utilisées devant la caméra sont beaucoup plus propres et mieux organisées. En gros, il existe deux versions de cette maison. Il y a celle que les millions de spectateurs voient dans les vidéos, et puis il y a celle dans laquelle les enfants vivent réellement. Une maison où, selon leur dire, la nourriture, l'eau, le sommeil et même l'accès aux toilettes pouvaient être utilisés comme moyen de punition. Au centre de tout ça, il y a une pièce vraiment particulière. Les enfants l'appellent la Green Room. À la base, cette pièce était utilisée comme fond vert. Elle est peinte en vert entièrement, afin de pouvoir ajouter des effets spéciaux pendant le montage. C'est grâce à ce genre de système que les enfants pouvaient apparaître devant des décors imaginaires, des monstres ou des paysages fantastiques. Mais d'après leurs témoignages, cette pièce sert à toute autre chose. Elle sert en fait de cellule de punition. La Green Room est située près de la chambre de Machel. Les enfants racontent qu'ils peuvent y être enfermés lorsqu'ils oublient une réplique, quand ils jouent mal ou refusent de tourner, ou lorsqu'ils font perdre du temps à la production. La porte de cette pièce, elle peut être fermée depuis l'extérieur. Selon eux, Machel retire parfois l'ampoule pour les laisser complètement dans le noir. Ils peuvent y passer plusieurs heures, parfois davantage, sans nourriture, sans eau et sans avoir le droit d'aller aux toilettes. Certains disent avoir dû y dormir en portant seulement une couche. Plusieurs enfants vont expliquer que les punitions sont directement liées aux vidéos. Quand une scène prend trop de temps, quand un enfant oublie son texte ou refuse de sourire, Machel peut se mettre en colère. Il y a une jeune fille qui raconte l'avoir entendu leur dire « Vous travaillez pour moi ». Les enfants décrivent énormément de violence. Ils parlent de coups portés avec des ceintures, des cintres, des brosses ou différents objets. Ils racontent qu'on les oblige à rester debout face à un mur pendant des heures, parfois avec les bras levés. Ils parlent de bains glacés, d'eau froide, de brûlures et de menaces avec un briquet ou un appareil électrique. Plusieurs enfants racontent avoir été aspergés avec du gaz au poivre. Et certains d'entre eux décrivent des violences
sur leurs parties intimes. Ces dernières accusations, vous vous en doutez, feront partie des éléments les plus graves du dossier. Encore une fois, comme Machel est morte avant son procès, aucun jury n'a pu décider officiellement si elle était coupable des faits ou non. Mais les témoignages des différents enfants se regroupent et ils sont accompagnés de constatations médicales, de blessures, de signalements et d'anciens objets, vous allez le voir, retrouvés dans la maison. Dans le récit des enfants, la faim revient constamment. Ils racontaient que Machel pouvait les priver de nourriture pendant 1 ou plusieurs jours. Manger n'était donc plus un besoin normal, ça devient un privilège que Machel peut donner ou retirer. Quand les policiers interviendront finalement en 2019, il y a une scène qui montrera à quel point cette peur est profondément installée. Un policier propose des chips à une enfant. La jeune fille dit avoir très faim, mais elle hésite à les accepter. Elle a peur que Machel puisse sentir la nourriture dans son haleine et comprendre qu'elle a mangé sans son autorisation. We're going to protect you. Is there anything in here that you want to eat right now while we're waiting? Seriously, anything. Look, you got some chips. She's gonna smell my breath. No, she's not. No, she's not. No, she's not. You are not going to talk to mom right now. Il y a un autre enfant qui boit 3 bouteilles d'eau en moins de 20 minutes. Une jeune fille explique qu'elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Plusieurs enfants semblent pâles, très maigres et épuisés. Ce qui est frappant, c'est que même quand des policiers leur offrent à manger, ils se sentent pas immédiatement en sécurité. Ils continuent à se comporter comme si Machel était encore capable de les surveiller. La police découvre aussi un système de vidéosurveillance. Selon les enfants, Machel peut regarder ce qui se passe dans différentes pièces depuis son téléphone. Pour eux, il n'existe donc aucun endroit vraiment sûr. Ils peuvent avoir l'impression d'être surveillés en permanence. Ils sont déscolarisés, sortent peu et voient rarement des adultes qui ne font pas partie de leur famille. Même quand un travailleur social vient dans la maison, les enfants savent que cette personne va finir par partir. Et qu'une fois la visite terminée, ils devront rester seuls avec Machel. En décembre 2017, l'un des garçons décide de s'enfuir. Il quitte la maison sans vêtements et se réfugie dans le jardin du voisin. Quand il est retrouvé, il tremble de froid. Les policiers arrivent et le garçon les supplie de ne pas le ramener chez Machel. Il les supplie. Il raconte une nouvelle fois qu'il est privé de nourriture, il parle de coups, d'enfermement et de gaz poivré. Il décrit également des violences sur ses parties intimes. À ce moment-là, on pourrait enfin penser que tout va s'arrêter. Un enfant vient de fuir complètement nu, il est terrorisé et il demande clairement aux policiers de ne pas le ramener dans la maison. Pourtant, le garçon est conduit dans un hôpital pour enfants, mais Machel finit par le rejoindre. Et malgré ses déclarations, elle est autorisée à repartir avec lui. Les informations sont transmises aux services sociaux. D'autres enfants racontent à leur tour qu'ils sont enfermés dans un placard, qu'ils ne mangent parfois que tous les 2 ou 3 jours et que Machel peut leur retirer le droit de boire. Il parle aussi de menaces pour les obliger à mentir, mais malgré tout ça, le signalement est une nouvelle fois considéré comme non corroboré. Plus tard, la police reconnaîtra que cette intervention de 2017 a été mal gérée. L'appel est classé comme un simple problème impliquant un mineur au lieu d'être enregistré comme une suspicion de maltraitance criminelle. À cause de cette mauvaise classification, le dossier n'est pas immédiatement transmis à des enquêteurs spécialisés. Le policier présent reste à l'extérieur pendant qu'un travailleur social interroge les enfants dans la maison. On ne sait même pas si les enfants ont pu clairement parler seuls et loin de Machel. Et puis les autorités repartent. Pour les enfants, ce moment, il est catastrophique. Enfin, je veux dire, ils avaient parlé. Un garçon avait fui sans ses vêtements. Il avait supplié qu'on ne le ramène pas. Et pourtant, il revient dans la maison. D'après plusieurs témoignages, Machel punit les enfants après le départ des autorités. L'un d'eux raconte qu'ils sont enfermés dans la green room. Une enfant explique qu'elle doit rester debout pendant des heures avec les bras levés. Le message qu'ils reçoivent, il est simple. Parler ne sert à rien, personne ne va venir les sauver. Et pire encore, s'ils essayent de demander de l'aide, ils risquent d'être punis encore plus sévèrement. C'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles les enfants ont fini par avoir autant de mal à parler librement. Les enfants raconteront beaucoup plus tard que Machel les préparait avant les visites des services sociaux. Elle leur disait ce qu'ils devaient répondre, elle les menaçait de représailles s'ils racontaient la vérité, et elle pouvait aussi utiliser leur handicap ou leurs problèmes de comportement pour décrédibiliser leurs paroles. Quand un enfant disait quelque chose de grave, il était possible de prétendre qu'il mentait, qu'il inventait ou simplement il était perturbé. Entre 2011 et 2019,
Au moins 11 signalements sont transmis au service de protection de l'enfance. Aucun ne conduit au retrait définitif des enfants. Pendant ce temps, Fantastic Adventures continue de grossir. La chaîne, elle finit par atteindre environ 800 000 abonnés et plus de 250 millions de vues. Le montant exact des revenus n'a jamais été rendu public, il est donc impossible de savoir précisément combien Machel a gagné grâce à YouTube. Mais en tout cas, il est clair que l'activité rapporte énormément d'argent. Les enfants sont donc à la fois les personnes les plus vulnérables de la maison et la principale source de revenus. Il faut bien comprendre que Machel contrôle tout. Elle est leur mère légale, leur productrice, leur réalisatrice et la personne qui gère les finances. Elle est censée les protéger, mais elle a aussi directement intérêt à ce qu'ils tournent toujours plus de vidéos. L'affaire finit enfin par basculer en mars 2019 grâce à un simple rendez-vous chez le dentiste. Machel demande à l'une de ses filles biologiques, adultes, d'accompagner une de ses jeunes filles adoptées. Le dentiste constate que les dents de l'enfant sont dans un très mauvais état. Sur le chemin du retour, la sœur commence à discuter avec elle. Et petit à petit, la jeune fille raconte ce qui continue de se passer dans la maison. La sœur, elle comprend alors que les violences n'appartiennent pas au passé. Elles sont toujours en cours. Mais elle sait aussi que plusieurs signalements ont déjà échoué. Elle décide donc d'enregistrer l'enfant avec son propre téléphone. Elle veut obtenir une preuve claire, recueillie loin de Machel, avant que la jeune fille puisse être menacée ou forcée de changer de version. Le 13 mars 2019, la sœur se rend directement au commissariat de Maricopa. Elle remet l'enregistrement aux policiers. Elle choisit volontairement d'aller voir la police plutôt que les services sociaux, car elle considère que les interventions précédentes n'ont servi à rien. Cette fois, les policiers vont réellement intervenir. Les policiers se rendent au domicile pour vérifier l'état des enfants, et en entrant, ils découvrent une situation qui ne ressemble absolument pas aux vidéos. Un des enfants est retrouvé dans la petite pièce servant de green room et il ne porte qu'une couche. La porte possède un mécanisme permettant de la fermer depuis l'extérieur. Les autres enfants semblent maigres, pâles et fatigués. Ils disent avoir faim et ils disent avoir soif. Les policiers commencent alors à les séparer et à les interroger. Et les récits se rejoignent. Les enfants parlent de la même pièce, des mêmes punitions et du même gaz poivré. Ils racontent les coups, les bains glacés, les privations de nourriture et les heures passées debout contre un mur. Ils expliquent aussi que certaines punitions ont lieu quand les tournages se passent mal, et les policiers comprennent rapidement qu'ils ne sont pas face à quelques punitions excessives. Et enfin, les 7 enfants sont immédiatement retirés du domicile. Je suis désolé, je parais un peu excédé, mais parce qu'en même temps je le suis, cette affaire, elle est aberrante. Les enfants sont examinés par des médecins et interrogés par des spécialistes habitués à recueillir la parole de mineurs victimes de violences. Les professionnels constatent des cicatrices, des blessures et des signes compatibles avec la malnutrition. Certains enfants présentent d'importants retards de croissance. Ils semblent également profondément traumatisés. Dans la chambre de Machel, les policiers retrouvent 2 bombes de gaz poivré. Évidemment, le simple fait de posséder ces bombes n'a pas suffi à prouver toutes les déclarations des enfants. Mais leur présence correspond directement à ce que plusieurs d'entre eux viennent de raconter. Quand elle est interrogée, Machel nie une grande partie des accusations. Elle nie avoir utilisé du gaz poivré contre les enfants, elle nie les bains glacés et elle nie les avoir enfermés dans la green room comme punition. Elle affirme que ces méthodes disciplinaires se limitaient surtout, comme si c'était pas grave, aux fessées, aux privations, aux coins et au fait de les obliger à rester debout. Sa version est pourtant très différente de celle des enfants. Elle entre aussi en contradiction avec les signalements précédents, les constatations des policiers et plusieurs des éléments retrouvés dans la maison. Mais cette contradiction ne sera jamais examinée jusqu'au bout devant un jury. Machel Hobson est arrêtée le 15 mars 2019. Dans un premier temps, elle est poursuivie pour différents faits de maltraitance, de séquestration, de négligence et de violences sexuelles sur mineurs. Ses 2 fils adultes, Logan et Ryan Hackney, sont également arrêtés. On leur reproche de ne pas avoir signalé les violences. Pendant son interrogatoire, Logan reconnaît qu'il savait que les enfants pouvaient être enfermés dans le placard ou dans la green room. Il dit avoir entendu des cris. Il explique également que lui et Ryan avaient déjà parlé entre eux de la possibilité de dénoncer Machel, mais ne l'avaient jamais fait. Ils auraient parfois apporté de la nourriture aux enfants en cachette. Cela laisse penser qu'ils avaient connaissance d'au moins une partie de la situation.
Pourtant, les accusations contre eux vont être rapidement abandonnées. Le parquet découvre que l'infraction utilisée contre Logan et Ryan est juridiquement difficile à appliquer. En Arizona, seulement certaines personnes ont l'obligation légale de signaler des soupçons de maltraitance. C'est notamment le cas des médecins, des enseignants, des policiers ou des travailleurs sociaux. Logan et Ryan ne font pas partie de ces catégories professionnelles. Malheureusement, le entre guillemets simple fait de savoir qu'une maltraitance existe ne suffit donc pas forcément à les poursuivre pour le délit précis de non-signalement obligatoire et les charges sont abandonnées. Ça signifie pas que les autorités considèrent qu'ils savaient rien. Ça veut simplement dire qu'ils ne pensent pas pouvoir obtenir une condamnation avec cette qualification juridique. Le 25 mars 2019, un grand jury décide officiellement d'inculper Machelle Hobson. Elle fait face à 30 chefs criminels. Il y a 24 accusations de maltraitance sur enfants, 5 accusations d'enlèvement ou de séquestration et une accusation d'agression aggravée. Les poursuites concernent principalement 5 des 7 enfants. Pour les 2 plus jeunes, les procureurs estiment ne pas avoir suffisamment d'éléments individualisés pour retenir les mêmes accusations. Machelle plaide non coupable. Sa caution est fixée à environ 200 000 $. Selon le procureur, si elle était reconnue coupable, elle aurait risqué de passer le reste de sa vie en prison. Après son arrestation, YouTube est informé de l'affaire. La plateforme commence par suspendre la monétisation de la chaîne. Pendant quelques temps, les vidéos restent encore accessibles, puis Fantastic Adventures est finalement supprimée. Cette réaction soulève une question qui est très importante. Pendant des années, les vidéos elles-mêmes ne montraient rien de suffisamment évident pour alerter automatiquement la plateforme. Les enfants souriaient, les décors étaient propres, les scénarios étaient fictifs. Tout ce qui était inquiétant se passait hors caméra. YouTube pouvait voir le nombre de vues, le nombre d'abonnés et la fréquence de publication. Mais la plateforme ne voyait pas les conditions dans lesquelles les vidéos étaient produites. Elle ne voyait pas ce qui se passait après une prise ratée. Elle voyait pas les repas supprimés et les menaces utilisées pour obtenir un sourire. L'affaire Fantastic Adventures met aussi en lumière un problème juridique plus large. Dans le cinéma traditionnel, les enfants acteurs sont protégés par différentes règles. Leurs heures de travail sont limitées. Ils doivent continuer à être scolarisés et ils ont droit à des pauses. Une partie de leur argent peut être mise de côté jusqu'à leur majorité. Mais sur YouTube, tout est beaucoup plus flou et incontrôlable. Le tournage se passe à la maison, le parent peut dire que l'enfant ne travaille pas vraiment, qu'il joue simplement devant une caméra, et surtout, la même personne peut être à la fois le parent, le réalisateur et le gestionnaire de l'argent. Peu après son arrestation, l'état de santé de Machelle se dégrade brutalement. Lors d'une audience, elle apparaît en fauteuil roulant. Elle est ensuite hospitalisée à cause d'une atteinte cérébrale non traumatique survenue pendant sa détention. Une personne proche de la famille évoque un anévrisme cérébral. Mais cette cause précise n'est jamais publiquement confirmée par un dossier médical complet. Au début du mois de juin 2019, Machelle est libérée sous certaines conditions et transférée dans un établissement médical. En août, plusieurs médecins la déclarent inapte à être jugée. Ça veut pas dire qu'elle est innocentée, ça signifie qu'elle n'est plus en état de comprendre correctement le procès ou de pratiquer à sa défense. Les médecins pensent malgré tout qu'elle pourrait peut-être récupérer suffisamment pour être jugée plus tard. La procédure est donc suspendue. Le 12 novembre 2019, Machelle Hobson meurt à l'âge de 48 ans dans un établissement médical de Scottsdale. La police considère sa mort comme naturelle. Aucun acte criminel n'est suspecté. À partir de ce moment-là, toutes les poursuites contre elle prennent fin. Machelle n'est jamais condamnée. Mais elle n'est jamais acquittée non plus. Aucun jury n'entendra jamais l'intégralité du dossier. Aucun procès ne permettra de déterminer officiellement ce qui s'est passé dans chaque pièce de la maison. C'est pour ça que cette affaire reste juridiquement inachevée et très frustrante. Il existe des déclarations des enfants, les blessures, les objets saisis, les signalements précédents et les 30 chefs d'accusation. Mais il n'existe aucun verdict final. Le procureur expliquera ressentir des émotions contradictoires. D'un côté, il aurait voulu qu'un jury se prononce. Mais de l'autre, et honnêtement je peux le comprendre, il sait que la mort de Machelle évite aux enfants de devoir venir témoigner devant elle et de raconter publiquement les détails les plus douloureux de leur histoire. Après leur retrait du domicile en mars 2019, les 7 enfants sont placés sous la protection de l'État de l'Arizona. Leur nouvelle adresse et leur situation précise ne sont pas rendues publiques.
Pendant des années, des millions de personnes ont vu leur visage sans connaître la vérité. Après leur sauvetage, les protéger signifie aussi leur permettre de disparaître du regard du public. D'après les informations publiques, les enfants n'ont probablement pas pu être tous placés ensemble. Ils avaient des âges différents, des besoins particuliers et des traumatismes trop importants. Trouver un seul foyer capable de tous les accueillir aurait été très compliqué. Ils reçoivent des examens médicaux, des soins et un accompagnement psychologique. Les autorités annoncent aussi vouloir récupérer l'argent de Machel pour qu'il puisse revenir aux enfants. Plus de 100 000 $ en espèces sont notamment évoqués, sans compter les autres comptes ou biens. Mais on ne sait pas publiquement combien chaque enfant a finalement reçu. Après l'arrestation, la police de Maricopa réexamine l'intervention de décembre 2017, celle pendant laquelle le garçon s'était enfui sans vêtements. La police reconnaît que le dossier avait été mal classé. Il aurait dû être transmis à une unité spécialisée dans les crimes contre les enfants. Mais comme il avait été enregistré comme un simple problème concernant un mineur, l'affaire n'avait pas été correctement suivie. Le policier impliqué est critiqué pour ne pas avoir mené une enquête plus approfondie et pour être resté à l'extérieur pendant l'intervention des services sociaux. Sa supérieure, elle est également sanctionnée pour ne pas avoir repéré l'erreur. Ils reçoivent chacun une suspension d'environ 10 heures. Autrement dit, c'est à peu près une journée de travail, quoi. Cette sanction, elle sera largement critiquée, surtout quand on sait que les enfants seraient restés plus d'1 an supplémentaire dans la maison après l'intervention ratée. La police annonce plusieurs changements. Les signalements de maltraitance doivent désormais être transmis plus rapidement aux enquêteurs spécialisés. La formation des policiers qui concerne les enfants handicapés ou autistes doit aussi être améliorée. Le procureur parlera d'une défaillance collective du système et c'est probablement l'un des aspects les plus importants de cette affaire. Plusieurs personnes avaient vu des éléments inquiétants. Plusieurs enfants avaient parlé. Mais aucun service n'a réussi à mettre les différentes pièces du puzzle ensemble. On pourrait penser que l'histoire s'arrête avec la mort de Machel, mais plusieurs années plus tard, les noms de Logan et Ryan Acney réapparaissent dans des affaires judiciaires. Cette fois, il s'agit d'accusations de violences sexuelles contre des mineurs. Ces procédures sont séparées de l'affaire Fantastic Adventures. Ça n'a rien à voir. Logan finit par plaider coupable de violences sexuelles et de tentatives de conduite sexuelle envers une mineure. En janvier 2025, il est condamné à 4 ans et demi de prison. Il doit également s'enregistrer comme délinquant sexuel. À l'audience, l'une des victimes explique qu'elle n'était pas une enfant placée, mais une sœur biologique de Logan. Ryan plaide lui aussi coupable de violences sexuelles et de tentatives de conduite sexuelle avec une mineure. En mars 2025, il est lui condamné à 3 ans et demi de prison. Il doit également être enregistré comme délinquant sexuel. Ces condamnations ne prouvent pas juridiquement les accusations contre Machel. Il s'agit d'affaires différentes, mais elles montrent que l'environnement familial dans lequel les enfants de Fantastic Adventures ont vécu était encore plus inquiétant qu'on ne pouvait le penser en 2019. Fantastic Adventures n'est pas uniquement l'histoire d'une mère accusée d'avoir exploité et maltraité des enfants pour gagner de l'argent sur YouTube. C'est aussi l'histoire d'enfants qui ont essayé de parler pendant des années. Une babysitter avait entendu leurs cris. Une enseignante avait signalé leur faim. Des employés de garderie avaient remarqué leur mauvais état. Une ancienne enfant placée avait raconté des violences. Un garçon s'était enfui sans vêtements et avait supplié la police de ne pas le ramener. Les services sociaux avaient reçu au moins 11 signalements. Et pourtant, les enfants étaient toujours là. À chaque fois qu'une enquête échouait, Machel gagnait encore un peu plus de pouvoir. Elle pouvait leur montrer que les adultes ne les croyaient pas, que les policiers finiraient par repartir, et que les services sociaux ne les emmèneraient pas, que s'ils parlaient, ils seraient simplement punis une fois la porte refermée. Il aura finalement fallu un rendez-vous chez le dentiste, une conversation dans une voiture, et l'enregistrement clandestin d'une jeune fille pour que quelqu'un obtienne une preuve suffisamment forte pour déclencher une véritable intervention. Fantastic Adventures racontait des histoires dans lesquelles des enfants affrontaient des monstres, échappaient à des pièges et finissaient toujours par gagner. Mais dans la réalité, le danger ne se trouvait pas dans les effets spéciaux. Il se trouvait derrière la caméra. Et selon les enfants, le moment le plus effrayant n'était pas celui où le tournage commençait. C'était celui où la vidéo se terminait.